La loge numéro 5. L'Opéra Garnier renaissait de ses cendres en 1875. En effet, son prédécesseur, l'Opéra de la rue Lepelletier, fut détruit lors d'une terrible nuit d'octobre 1873. Un incendie gigantesque s'y était déclaré dans la nuit du 28 au 29. Le ciel était devenu rouge sang. Le tout Paris assista à la scène impuissant. Les lueurs étaient perceptibles à des kilomètres. À l'époque, il n'imaginait pas ce qui allait être aussi tragique un siècle et demi plus tard en voyant les flammes ressurgir de Notre-Dame. Une immense tristesse s'abattait sur la capitale parisienne. Le brasier avait duré plus de 24 heures. D'une rare violence, avalant les décors, la cage de scène, les tentures qui ne demandaient qu'à s'enflammer, il se propagea rapidement aux étages. À cette époque, les moyens de lutte étaient dérisoires. Le bâtiment n'était plus que cendres et fumerolles le surlendemain. On apprendra plus tard la mort tragique d'une jeune ballerine dont Ernest, le petit ami pianiste éperdument amoureux, tenta de la sauver des flammes. 2 ans plus tard, l'Opéra Garnier était inauguré. Dès 1861, au début de la construction de l'édifice, Charles Garnier avait rencontré beaucoup de difficultés pour finaliser le projet, afin de conquérir les faveurs de Napoléon III. Mais savait-il qu'il construisait la 13e salle de spectacle de Paris ? À partir de ce moment, le spectre de la malédiction plana pendant des années sur l'opéra parisien. Tout commença par une série de faits divers étranges dont le dénominateur commun était le chiffre 13. Le 20 mai 1896, lors d'une soirée où l'on jouait Faust de Gounod, le grand lustre se décrocha pour une raison inconnue et le spectateur alors installé sur le fauteuil numéro 13 de la loge numéro 4 reçut le contrepoids et mourut sur le coup. Plus tard, une jeune danseuse chuta à travers la verrière 30 mètres plus bas et sera retrouvée agonisante sur la 13e marche du grand escalier. Quelque temps après, c'était un machiniste qui trouva la mort, marqué de la corde autour de son cou. Étranglé ou pendu, on ne retrouvera jamais cette corde. Et depuis, le mot corde est banni à l'opéra et dans tous les théâtres de France et de Navarre. Alors, maudite superstition ou malheureux concours de circonstances ? L'atmosphère à l'Opéra Garnier deviendra, au fil des années, source de présages dont se nourrissaient les journaux à sensation. Lors de l'incendie de 1873, Ernest, le pianiste, gravement brûlé et défiguré à jamais, se réfugia dans les sous-sols du bâtiment réduit en cendres. L'on ignore combien de temps il survécut, mais depuis ce temps, il hante encore les esprits. L'histoire des 2 jeunes amants arrachés à la vie se propagea rapidement dans Paris. Le mythe en prit dès lors son origine. Le fantôme de l'opéra était né, tel le phénix renaissant de ses cendres. Pour faire revivre la légende, on lui attribua la loge numéro 5, celle qui permet autant de voir l'ensemble de la salle, le plafond du talentueux Marc Chagall, aussi bien que le plateau. Cela suscita beaucoup d'intérêt pour le public d'y être installé. Tous s'arrachaient cet emplacement au centre-jardin et concrétisaient 1000 fois le rêve d'être déjà dans la ville-lumière, puis à un spectacle à l'Opéra de Paris d'une part, et d'autre part dans la loge du fantôme de l'opéra, lieu où le mystère donnait un sens profond à l'imaginaire. Mais comment le pianiste aurait pu se déplacer à travers les ruines dans les sous-sols de la rue Lepelletier jusqu'à la place actuelle de l'Opéra Garnier, distant d'environ 150 mètres ? Pour comprendre, il nous faut descendre de 6 niveaux, sous les bâtiments. Lors de la construction de l'actuel Opéra Garnier, un problème majeur vint perturber le chantier. Une nappe phréatique se dressait déséquilibrant les fondations. Une série de pompages n'y venant pas à bout, Charles Garnier décida d'en faire un atout en construisant un lac artificiel qui régula les masses avec les résurgences de la Seine. L'accès par l'eau du fleuve se rejoignit, la rue Lepelletier étant située au même niveau. Le malheureux pianiste amoureux trouva refuge dans ce lac, le cœur de l'opéra, où la légende y puisa sa source. Se sentant rejeté par son aspect,
Ernest, désemparé, partit se réfugier sous l'édifice en construction, pleurant sa bien-aimée à jamais, en errant comme un fantôme dans le lieu. Certains entendirent les notes d'un orgue venant des entrailles de l'opéra, jouant des airs mélancoliques quand le soir tombait sur la tour Eiffel. D'autres y virent des ombres furtives dans les coursives. Pour finir, lors de travaux en 1907, des ouvriers déterrèrent un squelette humain. Était-ce celui d'Ernest ? Nul ne le sut jamais. Les âmes perdues alimentent souvent le cœur des légendes. Le raisonnement cartésien peut-il expliquer ce que des générations entières ont construit ? Comment ces histoires traversent les siècles en trouvant toujours preneur ? La rumeur est-elle suffisante pour colporter des inepties à travers les années ? En avez-vous les réponses ? L'adage ne dit-il pas « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Peut-être que l'amour qu'éprouvait Ernest pour sa bien-aimée pouvait s'affranchir du temps qui passe, traverser l'espace, et qu'il était suffisamment puissant pour veiller sur elle, bien au-delà de nos connaissances. Que la haine s'insinuant pour ses semblables en lui enlevant ce qui lui manquait le plus au monde, avait fait de lui un être aigri. Il se vengeait à sa manière des hommes et des femmes, raillant et se moquant de lui ouvertement. Circulant dans les entrailles de tout le bâtiment à sa guise pendant de nombreuses années encore, il aurait le loisir de faire parler de lui et ainsi entretenir la légende du fantôme de l'opéra.